Retrouvez les incorrectibles avec terredefrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote. Bonsoir à tous, après notre petite escapade à Cannes, on y est de retour à Paris dans ce studio des Incorrectibles. Ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, y compris nos détracteurs qui de Libération au Monde ne savent plus quel qualificatif inventer pour nous qualifier. C'est pourtant facile ce qualificatif, on l'a trouvé pour eux, c'est même le titre de notre émission auquel nous sommes tant attachés, les Incorrectibles. Alors il est vrai que ça pique un peu parfois et vous savez quoi ? C'est le but de cette émission. Alors comme on est, paraît-il, incontrôlable, eh bien vous savez quoi, on a pris une décision. On va essayer de le rester avec notre nouvel invité ce dimanche qui sort son nouveau livre en fin de semaine prochaine et qui nous fait donc l'honneur de venir nous le présenter en avant-première ce dimanche soir. Ça s'appelle La chute finale. L'Occident survivra-t-il aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Salut Olivier Piacentini. Salut Eric et salut à tout ton public qui est de plus en plus nombreux. Effectivement, ça fait enrager tous les médias bien pensants qui évidemment sont hystériques dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas juste dans leur ligne de pensée et qui en plus marche. Ça les rend fous. Et puis en plus, justement, sois honoré puisqu'on nous a même qualifié cette semaine de Michel Drucker de l'extrême droite, me concernant en tout cas. Ah d'accord. Donc je pense que je dois bien le prendre, surtout de la part d'une presse qui s'affiche comme faisant le trottoir. En tout cas, vraiment, voilà. Donc ils ne savent plus quoi inventer. Ils ne savent plus quoi inventer, quoi dire. Ah oui, mais c'est vrai que tu as l'air méchant hein, quand on te voit comme ça. Oui. Non, ça c'est mon côté Michel Drucker. Attention. T'es le Michel Drucker méchant. Mais je moi, je suis le BHL méchant gentil d'ailleurs qu'on le pense d'ailleurs. Ça, je ne sais pas, je ne le connais pas. En tout cas, il est bien dans la ligne de pensée très soft et très convenue donc finalement, de son milieu. C'est assez cohérent. Moi aussi, je suis bien dans la ligne de pensée, mais des Incorrectibles, ce qui est un petit peu différent. Alors, mon cher Olivier Piacentini, avant d'évoquer de façon approfondie ce dernier livre, hein, qui, je le rappelle, donc sort en fin de semaine, hein, c'est ça, La chute finale, l'Occident survivra-t-il, je rappelle donc ce titre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, qu'on pourra retrouver sur toutes les plateformes numériques, Amazon et j'en passe. Je te propose, puisqu'on se connaît un petit peu, c'est pour ça qu'on va se tutoyer, de nous attarder quelques instants donc sur toi, ta personnalité, ton parcours, car comme je le dis à chaque fois, eh bien par souci d'honnêteté et de transparence vis-à-vis de ceux qui nous regardent, j'essaye de faire en sorte qu'on sache d'où l'invité parle, pour reprendre cette fameuse formule des marxistes d'antan. Alors première question, cher Olivier Piacentini, j'ai envie de te poser donc cette question très simple, mais qui me semble d'une importance cruciale, c'est comment tu te définis d'un point de vue politique, quel est ton bord ? Ah ben moi je suis de droite, pas d'extrême droite. Ah, de attention. Oui, nuance importante. C'est très important, mais excuse-moi, pour moi, l'extrême droite, ça définit un système politique qui est antidémocratique. Or, je suis démocrate. Et d'ailleurs, je me soumets au choix définitif du peuple. Ouais, tu vois, je ne fais pas de révolution, je ne fais pas de scandale, je ne fais pas d'histoire. Je suis un opposant, bien entendu, mais je ne suis pas antidémocratique. Je suis pour la préservation de toutes les libertés publiques et même, je dirais, leur prolongement, parce que je trouve qu'au contraire, on a un recul des libertés publiques depuis 30 ans qu'on est rentré dans une phase de socialisme rampant avec ce mondialisme qui conditionne de plus en plus une ligne de pensée qui veut s'imposer, alors avec des sanctions qui ne sont pas ce qu'elles ont pu être dans certains régimes communistes, bien entendu, comme en URSS ou encore aujourd'hui en Chine, mais quand même une forme d'exclusion sociale, une forme de terminologie qui s'abat sur la personne et qui a l'air, je dirais, de le mettre en marge ou de le présenter comme quelqu'un de dangereux. Ou alors aujourd'hui, on dit plus fasciste ou réac, on dit complotiste. Et tout simplement parce que, comme on n'a pas l'air si méchant que ça... Il y a la fachosphère, il y a la complosphère. La complosphère, voilà. Mais les deux se mélangent. En fait, l'une a remplacé l'autre parce que, encore une fois, comme on n'a pas l'air si méchant que ça, le mot fasciste, ça marchait pas. Donc, on vous dit, ah oui, celui-là, oui, ah, vous l'écoutez, mais vous savez, il est complotiste, il a une petite délubie. Faut pas l'écouter, il a un petit truc dans la tête qui va pas. Voilà. C'est de cette manière-là qu'on essaye de nous discréditer. Alors qu'en fait, nous ne faisons que développer des arguments avec des faits, des raisonnements. Et moi, j'aimerais bien qu'en face, j'ai des personnes qui
pratique comme moi, c'est-à-dire un débat calme, tranquille, posé, avec des arguments, des faits, des choses factuelles, des choses pensées, construites. Mais non, on nous envoie toujours les mêmes propos infamants, diffamants, disqualifiants. Bon, ben, c'est bien la preuve qu'en face, il n'y a pas les bons arguments, il n'y a pas la raison qui est dans ce sens-là. Et donc, moi, je récuse complètement ce qualificatif d'extrême droite. Je suis de droite, patriote et libéral. Tu as voté pour qui, tu peux le dire, lors de la présidentielle? Très clairement, j'ai voté premier tour, deuxième tour pour le Rassemblement national. D'accord. Voilà, sans être totalement convaincu par tout ce qui s'y est dit ou par tout ce qui est fait. Moi-même, certaines des idées qui ont été développées par Marine Le Pen en termes d'économie, puisque c'est un petit peu ma spécialité. Oui, on rappelle d'ailleurs au passage, pardon de t'interrompre, que tu es diplômé de Sciences Po Paris. Oui, section économie et finance. Donc tu viens pourtant du Sérail, bien politiquement correct. Hein, mais à l'époque, c'était moins politiquement correct que ça. Hein. Il y avait quand même plus de débats que ce que je vois aujourd'hui. Hein. Je veux dire, on ne voyait pas des manifs et des histoires, parce que l'un a d'ici, l'autre qui vient, etc. C'était quand même un peu plus ouvert. Un peu plus ouvert. Là, maintenant, on a l'impression qu'il y a une chape de plomb. Pour revenir au Rassemblement national, il y a deux idées que j'avais développées lors des universités d'été de Fréjus en septembre 2020, qui ont été grandement reprises par le programme politique du Rassemblement national. Ces deux idées en matière économique, c'est la baisse des impôts de production, c'est-à-dire les impôts qui pèsent précisément sur l'outil de production et la force de travail, et qui sont extrêmement pénalisants pour notre économie, parce que la France a les impôts de production les plus lourds du monde, bien plus que les pays émergents, mais même 7 à 8% plus élevés que tous les pays voisins, Italie, Allemagne, Espagne, etc. Bon. Et le deuxième point que j'avais développé lors de cette université d'été, c'était la mise en place d'un fonds souverain de sauvegarde industrielle. Voilà, qui devait faire appel à l'épargne privée, avec un soutien public, et qui devait servir à soutenir nos industries, porter des nouveaux projets et préserver des industries qui risquaient soit de s'effondrer, soit de passer sous pavillon étranger et d'être dépecées. Parce que, excuse-moi si je fais une petite digression, même hier soir j'ai entendu au JT de TF1 que la France était très attractive et qu'il y avait plein d'investissements qui venaient. Oui, effectivement, mais c'est quoi ces investissements ? C'est ce qu'on appelle des IDE, c'est-à-dire c'est des rachats d'entreprises en réalité, et bien souvent on rachète l'entreprise pour prendre des brevets, pour prendre des valeurs en actifs, et puis après on dépèce tout, on laisse la portion congrue en France et on transfère tout ailleurs. C'est ce qui se passe, et c'est ça que nos médias bien pensants, c'est sur cela qu'ils chantent cocorico, mais non. Alors mon cher Olivier, j'aimerais qu'on revienne un instant quand même sur cette élection présidentielle qui a vu donc, ça n'aurait échappé personne cette année, Emmanuel Macron reconduit à la tête de l'État français. On se demande même si elle a eu lieu, parce qu'on a l'impression que rien n'a changé. Quel regard tu portes sur la qualité d'abord de cette campagne présidentielle ? Écoute, les deux dernières campagnes qui ont eu lieu, où comme par hasard Macron était l'une des têtes d'affiche, les deux fois, c'est les deux campagnes les plus déplorables, les plus navrantes qu'on a jamais vues. Moi, la première campagne que j'ai suivie, j'avais 12 ans. C'était la campagne de 81 entre Giscard et Mitterrand. Moi, je vous invite à revoir le débat entre Giscard et Mitterrand de l'entre-deux tours, puis vous allez comparer avec ce spectacle auquel on a assisté cette année, mais on est à des années-lumière, le recul est phénoménal. On a eu cette campagne de 81 qui était vraiment très idéologique, avec des idées très claires et très bien défendues de part et d'autre. En 88, le débat Chirac-Mitterrand était également de très haute tenue. Bon, en 95, bon, mais là, cette année, c'était affligeant. Le débat a été affligeant. La campagne a été escamotée par des tas d'événements, les questions sanitaires, évidemment la guerre en Ukraine, le président qui ne veut pas débattre, au motif que les autres présidents ne l'avaient pas fait. Mais je croyais qu'avec Macron, on était rentré dans un nouveau monde. Donc logiquement, il n'aurait pas dû faire comme les autres, il aurait dû se plier au débat, surtout qu'on est rentré quand même dans une autre ère où les médias sont de plus en plus présents, il y a les chaînes info. Pourquoi a-t-il refusé de débattre avec les autres ? C'est quand même étonnant. Bon, donc tout a été fait pour escamoter le débat. Macron n'est sorti de sa boîte qu'au deuxième tour, et il est sorti de sa boîte pour faire quoi ? Pour traiter Marine Le Pen d'extrême droite. Extrême droite, extrême droite, extrême droite, extrême droite. On a l'impression que c'était le seul argument qu'ils avaient à opposer. Le seul. Le seul. Et c'est toujours des arguments infamants. Moi, je me rappelle, lors de la campagne de 2017... Ce qui montre d'ailleurs la pauvreté de l'argumentation aussi. Mais aucune argumentation. Mais honnêtement, je vais être franc, même pendant le débat,
Il y avait 1000 manières de l'attaquer. On aurait dit que c'était la candidate de l'opposition qui défendait son bilan et qui était sur la défensive. Tout ce qu'il disait était attaquable. Et moi j'enrageais devant mon poste de télé de voir qu'il n'y avait pas les bons arguments en face. Je vais te prendre un exemple, si tu peux me permettre. À un moment donné, Marine Le Pen l'attaque fort justement sur la directive travailleurs détachés, pour dire qu'elle nous coûtait énormément d'emplois. Et bon. Que lui répond Macron? Il lui dit... Ah oui, mais vous parlez de la directive travailleurs détachés, mais vous savez qu'il y a je ne sais plus combien de travailleurs détachés français qui travaillent dans les autres pays de la communauté européenne. Et là, pas de réponse. Mais le principe du travailleur détaché, c'est simple. On paye le salaire dans le pays où la personne travaille, mais les charges dans le pays d'origine du travailleur. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'employeurs des pays étrangers qui embauchent des Français en travailleurs détachés, qui le font pour payer les charges en France parce que c'est un plus? Bien sûr que non. Ils prennent des travailleurs français parce qu'ils sont compétents, qu'ils sont motivés, qu'ils ont une certaine formation, etc. Certainement pas pour avoir l'avantage de payer les charges en France, c'est les plus élevées de toute l'Europe. Donc il suffisait de répondre ça, que ces travailleurs détachés, même si on supprime la directive, ne seraient en rien gênés pour être embauchés à l'étranger. Ce n'est pas pour ça que les gens les embauchent. Mais elle n'a pas su répondre. Oui, donc tu as trouvé ce débat décevant. Terriblement décevant. Enfin, et alors, le comportement, je trouve, de Macron narquois, qui la toisait, qui la regardait de haut, méprisant, alors qu'il sait qu'elle représente quand même 13 millions. 13 millions d'électeurs, ou alors 14, 13 tour. Bon, ben voilà. Bon, ben j'ai trouvé que c'était vraiment navrant, et ça illustre vraiment sa personnalité arrogante qui méprise une partie des Français, tous ceux qui ne sont pas sur les mêmes idées politiques que lui, mais également sur le même plan social et sur, je dirais, la position socio-culturelle. Il a l'impression que nous sommes tous des débiles qui comprennent rien, qui ne sommes pas dans le vent. Bon. Et il l'a vraiment montré le soir, et bon, ce débat m'a consterné. Et il a été réélu. En tout cas, je le rappelais, donc tu es économiste également de formation. Alors j'aimerais savoir quel regard tu portes sur l'état économique de la France et de l'Europe aujourd'hui. L'inflation notamment, on en parle beaucoup ces derniers jours. C'est quelque chose qui t'inquiète ? Qui m'inquiète, mais que j'ai annoncé déjà l'année dernière, puisque j'avais fait un article au mois d'avril 2021 sur Boulevard Voltaire, que vous pouvez retrouver, où je parlais de l'inflation qui allait arriver, mais d'une manière fracassante. Et cette inflation qui est là aujourd'hui, qui est là depuis 7 mois, maintenant on commence à la mettre sur le dos de la guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas vrai. On l'a mis sur le dos de tout un tas de trucs, je ne sais plus, des événements sporadiques, conjoncturels. Mais non, l'inflation est là tout simplement parce qu'on a créé de la monnaie sans aucun support économique. On a fabriqué de l'argent. Alors, c'est plus la planche à billets des années 30 comme en Allemagne, mais c'est des émissions de titres de dette que la BCE rachète automatiquement, quel que soit leur montant, et à des conditions avantageuses. Donc, c'est de la masse monétaire qu'on a créée, et comme toujours, quand on crée de la masse monétaire qui n'est pas corrélée à de la production, vous avez de l'inflation qui se produit immédiatement. J'en ai parlé dès avril 2021. J'ai souligné à ce moment-là, j'avais fait un autre article pour parler des problèmes qui seraient liés au taux d'intérêt. Parce qu'on me disait à l'époque, oui, mais on peut s'endetter, les taux, ils sont négatifs. Ben oui, mais ils ne vont pas rester négatifs ad vitam aeternam. Bien. Et donc, j'avais expliqué dans un article, toujours sur Boulevard Voltaire, qu'un point de hausse des taux d'intérêt allait coûter 39 milliards d'euros au budget de l'État. Il y a 2 semaines, le gouverneur de la Banque de France a fait une alerte pour dire, voilà, un point de hausse d'intérêt, ça va nous coûter 36 milliards par point au budget de l'État. 1 point 36 milliards, 2 points 72 milliards. Je te rappelle, le budget de l'État, c'est de l'ordre de 400 milliards d'euros. Donc tu vois un petit peu la catastrophe qui se profile. Et c'est le gouverneur de la Banque de France qui tire la sonnette d'alarme maintenant. Mais il pouvait la tirer l'année dernière, il savait très bien. Hein. Il savait très bien. Mais tout le monde a été appelé à se taire pour valider tout ce qui était environnant à une politique sanitaire mortifère. Puisqu'encore une fois, on a tout fermé, on a fait perdre... Il y a eu ce fameux quoi qu'il en coûte, qui se transforme aujourd'hui en échec pour tout et n'importe quoi. Bien sûr. C'était une bonne ou une mauvaise politique selon toi? Elle est pourtant saluée par tous les commentateurs des médias mainstream. Pour moi, c'est une politique désastreuse. Pour moi, jamais on aurait dû fermer. Alors, je mets à part le premier confinement, parce que là, on ne savait pas. Donc, on est obligé peut-être de mettre en place, je dirais, une politique de prudence, plus qu'à l'accoutumée. Donc, sur le premier confinement, j'ai été peu critique parce que j'ai été critique sur la communication du gouvernement complètement chaotique, mais pas sur le fond de l'affaire parce qu'on ne sait pas.
quelle est la létalité du virus, sa propagation. Donc, non, mais sur les questions de l'aide financière apportée aux entreprises. sur l'aide financière, alors, encore une fois, sur les 2 premiers mois, je n'ai pas critiqué plus que ça, puisqu'on ferme, il faut bien quand même apporter. Mais le problème, c'est que ça s'est prolongé au-delà de toute raison. C'est-à-dire qu'on a eu des confinements jusque, je crois, en juin 2021. Or, à partir du mois de... Il y a eu un deuxième confinement, je crois, à partir du mois fin octobre. À partir de là, on voyait bien quand même que l'épidémie n'était pas la peste noire qu'on nous décrivait. Et donc, on aurait pu travailler différemment pour ménager, je dirais, une part d'activité auprès de tout un tas de commerces et de lieux de divertissement qui étaient complètement fermés. On aurait pu leur appliquer un protocole sanitaire relativement souple, mais qui permettait quand même de préserver la santé, et derrière, leur accorder des exonérations de charges sociales partielles, de charges sociales et d'impôts. Ça aurait permis de maintenir la barque de façon beaucoup moins coûteuse. On a choisi une politique qui a coulé les petites boîtes, qui les a aidés, mais enfin, qui leur a maintenu la tête à peine hors de l'eau, et finalement, ça les a plutôt plombés qu'autre chose. Et puis, au final, ça coûte énormément d'argent, puisqu'encore une fois, on fabrique de la monnaie sans aucun support de production. Et là, c'est comme de la fausse monnaie, en quelque sorte. La fausse monnaie, elle s'annule avec l'inflation, tout simplement. Est-ce qu'on est au bord, selon toi, d'une nouvelle crise économique, voire d'un effondrement ? Ben, bien sûr. Ah. C'est l'évidence même. Nous allons avoir une remontée des taux d'intérêt. Qui dit remontée des taux d'intérêt dit frilosité des investisseurs qui n'auront plus la facilité de l'argent, etc. Les cours de bourse ont été maintenus de façon artificielle par cette politique, c'est-à-dire qu'on fait rentrer de l'argent en masse qui va se placer sur les actifs financiers, comme les actions du CAC 40, l'immobilier de luxe, etc. Mais à partir du moment où il n'y a plus l'argent qui arrive tout d'un coup, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et ça va forcément s'effondrer. Nous avons une dette globale qui... La fameuse théorie du Great Reset, tu y crois ? Sincèrement, oui. Mais la théorie, tu dis c'est une théorie, mais enfin, Klaus Schwab l'a quand même explicité dans un livre. Qui est Klaus Schwab, puisque... président du Forum de Davos, président fondateur. D'ailleurs, il vient de se terminer, là, il y a quelques jours. C'est quoi exactement le rôle pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas ce Forum de Davos ? Quel est son rôle ? Le Forum de Davos, il a été créé dans les années 70 pour promouvoir, je dirais, une implication des entreprises dans la coopération mondiale et favoriser des liens entre les entreprises, les chefs d'État, les institutions internationales, etc., etc. En fait, en réalité, c'est un outil d'influence. C'est un outil d'influence à l'heure où les multinationales prennent de plus en plus d'importance au niveau des affaires du monde et de plus en plus de puissance. Moi, je dis toujours, il faut regarder les choses en face. Depuis 50 ans, les États ne cessent de s'appauvrir et le marqueur principal, c'est l'endettement. Pourquoi les États s'endettent ? C'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à maintenir leur train de vie et le train de vie des populations qu'ils soutiennent à travers les politiques sociales. Donc, s'ils n'arrivent plus à maintenir leur train de vie, ils s'endettent. Ils s'endettent auprès de qui ? Auprès des grandes banques. Donc, se crée un lien de dépendance. Le deuxième lien de dépendance, c'est le fait qu'on ait ouvert complètement les frontières à toute la circulation des produits, des capitaux, etc. Et donc, les entreprises multinationales qui se déploient où elles veulent sur la planète vont positionner leurs usines là où ça les arrange le mieux. Où est-ce que ça les arrange le mieux ? C'est pas chez nous. En tout cas, pour un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, nous avons une saignée industrielle qui est compensée par des politiques sociales qui coûtent cher et qui nous amènent à nous endetter. Et donc, on se retrouve avec des entreprises qui, elles, se déploient à travers toute la planète, se concentrent de plus en plus. Et je te prends un exemple. Prends le secteur automobile, c'est un secteur qui est très connu. Bon, il y a 30 ans, Fiat était indépendant de Chrysler, qui était indépendant d'Opel, qui était indépendant de Peugeot, etc., etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est dans le même groupe. Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Dodge, Jeep, enfin, Opel. Tu te rends compte ? C'est un seul et même groupe, Stellantis. Et tu peux trouver la même chose, le groupe VAG, Audi, etc., où il y a Seat, Skoda, Audi, bon. Bref, on est en train d'avoir des oligopoles mondiaux qui contrôlent chacun un secteur. Et tout ça au détriment, évidemment, des consommateurs, au détriment des États, parce que ces groupes-là te disent « Ah ben moi, si vous ne faites pas comme je vous dis, ben, mes usines là, je les enlève, je les mets là-bas, etc. » Tout le monde est en train de passer sous la coupe de ces gens-là. Et Davos est un foyer de coordination d'une politique économique. C'est une sorte de Cénac, Davos, c'est ça Ben oui, mais Davos, il faut savoir ce que c'est. Il y a 1000 entreprises qui sont membres du Forum de Davos. Pour être membre du Forum de Davos, il faut deux choses. Il faut faire plus de 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises, parce que moi, je suis pour l'entreprise.
Je ne suis même pas contre les multinationales. On n'y est pas encore, je rassure. On n'y est pas encore. Moi, je suis pour la liberté d'entreprendre, pour l'entreprise. Mais dans le cadre... Attends, c'est colossal. 3 milliards... 3 milliards 700 millions. Ça, c'est pour être membre du Ça, c'est programme le ticket de Davos. d'entrée, quoi. Ticket d'entrée, il faut qu'elle paye 48 000 euros pour y participer. Voilà. Et il y en a 1000. Donc 48 millions, c'est ce que rentre le forum de Davos au titre rien que je dirais, des droits d'entrée. Après, évidemment, il doit y avoir du sponsoring, etc., des dons, enfin bon, bref. Ce forum de Davos, ce sont ces entreprises qui invitent, qui est la puissance invitante. Et qui invite qui des pontes des institutions internationales, président de l'OMS, de l'ONU, etc., et des chefs d'État. Et on a l'impression que ces gens-là se réunissent pour prendre le pouls. Mais pour prendre le pouls de quoi? En fait, pour avoir un petit peu une feuille de route de ce que ces grandes entreprises souhaiteraient. Souhaiteraient pourquoi? Alors on parle toujours de coopération internationale, de lutte contre le réchauffement, etc. Mais en fait, en réalité, c'est bien entendu ce qu'elles souhaitent en termes d'intérêt, de leurs intérêts. Et leur intérêt, c'est un monde de plus en plus globalisé, unifié, où on abandonnerait toutes les frontières en termes de circulation des hommes, des capitaux. Mais ils auraient un intérêt à un effondrement économique mondial, ces gens-là? Ah non, ils n'ont pas intérêt à un effondrement économique mondial. On est d'accord là-dessus. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que c'est leur politique de fuite en avant qui est en train de le provoquer. Est-ce que j'ai 2 minutes pour développer? Vas-y. Bon. En 2013, les États comme la France, l'Italie, l'Espagne étaient au bord de l'effondrement parce qu'il y avait la crise des dettes souveraines et il risquait d'y avoir une flambée spéculative qui ferait monter les taux d'intérêt de la dette, j'en ai parlé tout à l'heure, et donc placerait ces pays en grande difficulté. Qu'a fait la Banque Centrale Européenne? Elle a initié le quoi qu'il en coûte, politique de quantitative easing, c'est là que ça a commencé. Et donc, on a commencé à racheter les titres de dette de ces pays pour éviter qu'elles ne subissent la spéculation. Mais avec une contrepartie. Ces pays avaient 2 ans pour se restructurer et en finir avec les déficits. Or, cette politique, elle a été prolongée bien au-delà. Pourquoi? Mon point de vue à moi, il est simple. Pendant ce temps que cette politique a été mise en place, on a eu la forte poussée des mouvements populistes, partout, en France, en Italie, même en Allemagne, en Suède, en Autriche. Et donc, ils ne pouvaient plus arrêter cette politique parce que se présentait devant eux le risque de voir des grands pays basculer dans le camp populiste. Ça a été le cas d'ailleurs de l'Italie en 2018. Et donc, on a maintenu cette politique de fabrication d'argent folle, pour essayer de passer le cap de cette période difficile où ça tanguait. Et au final, on arrive aujourd'hui à une création monétaire complètement dérégulée, complètement folle, qui affaiblit nos monnaies. Qui fait que nos monnaies commencent à être de moins en moins crédibles, qu'il s'agisse du dollar ou de l'euro, et que ça risque de provoquer de très graves conséquences dans les mois, à mon avis, les mois à venir. Alors, Olivier, pour terminer cette première partie, donc plus particulièrement d'ailleurs à l'origine sur toi, je rappelle donc que tu as été banquier également, on peut le dire. J'ai travaillé pour la Banque Populaire, oui, absolument. Voilà. Quand on est banquier, est-ce qu'on n'est pas quelque part, c'était Alain Minc, je crois, qui avait dit ça, qui avait eu cette expression, une pute, pour reprendre. Ah bah oui, c'est un peu la chose. Qu'il avait faite à propos de Macron d'ailleurs. C'était plus pour les banquiers d'affaires, mais bon. Oui, alors bon, moi j'étais banquier d'affaires entre guillemets, mais moi je gérais des portefeuilles de tout un département sur un portefeuille de PME, PMI. Donc j'étais au contact avec les PME, PMI. Alors c'est un métier effectivement qui me plaisait pas parce qu'effectivement il y a ce côté pute où on fait semblant d'aider mais tout en étant très rusé, en essayant de prendre, etc. Moi je me suis jamais senti trop de ce côté de la barrière et donc j'ai arrêté au bout de 6 ans. Alors que j'avais un très bon poste, mais c'est un métier qui me plaisait pas. Pourquoi tu as arrêté? Parce que je n'aimais pas cette position dans laquelle j'étais vis-à-vis de la clientèle. D'accord. Et c'est là donc que tu es devenu, on peut le dire, un intellectuel reconnu, un écrivain. C'était plus tardif parce qu'après j'ai monté un cabinet de conseil. Donc j'ai travaillé dans l'audit au sein d'un cabinet qui était situé dans le 92 et on faisait... Ah oui, tu aidais également. J'aidais les entreprises, je dirais, sur des business plans, trouver des financements, se développer, etc., etc. Et c'est ensuite que j'ai créé un cabinet de conseil spécialisé dans le suivi des PME, PMI. Voilà. Et ça fait 5 ans que j'écris des bouquins. Et que tu es devenu donc ce qu'on peut qualifier aujourd'hui d'essayiste. Tu as écrit de nombreux ouvrages sur la politique française et internationale. Comment tu en es venu à écrire plutôt des essais politiques? Est-ce que tu penses aujourd'hui aussi, deuxième question, qu'un essayiste ou un intellectuel pèse plus sur le débat public que certains hommes politiques?
Franchement, j'ai quand même l'impression, alors après ça dépend un petit peu de la médiatisation qu'on a, mais enfin grâce à des gens comme toi, j'arrive quand même à toucher un public. Je pense que les gens nous écoutent beaucoup plus. Et moi je regarde par exemple les commentaires, quand je fais mes émissions, je regarde mes commentaires. Alors il arrive qu'il y ait des commentaires. C'est l'avantage, contrairement à la télévision, oui, sur Internet. On a les commentaires. Bien, je regarde les commentaires, alors évidemment ça arrive que je me fasse insulter ou critiquer ou reprendre sur ce que j'ai dit, mais ça c'est tout à fait normal, les gens, c'est normal, on s'expose, donc on s'expose à tout. Bon. Alors je profite d'ailleurs de cette petite parenthèse également pour dire aux gens qui commentent en direct, enfin au moment où cette émission est diffusée, que nous ne faisons pas de censure, ni dans l'émission, ni dans les commentaires. Donc, c'est très bien, parce que justement, moi, je trouve que c'est la moindre des choses. Plus à la fois soi-même sur la façon de se présenter. Et pire, qu'on les lit. Oui, on les lit. Donc moi, j'y suis attaché, j'accepte la critique. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'elle me fait plaisir tout le temps, mais en tout cas... Tu n'es pas un vrai d'extrême droite, alors? Eh ben écoute, non mais je pense que ça doit être plus par rapport au canapé. D'ailleurs, au passage, il est orange, il n'est pas rouge, je crois. Mais tu sais qu'il y avait eu la révolution orange en Ukraine en 2004. Attention, parce que je vais encore me faire traiter d'une nouvelle sphère. Mais oui, en tout cas, voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'on a, en temps réel, presque, ces commentaires sur lesquels on peut... Bon, nous, on peut pas trop réagir là en temps réel, mais en tout cas, on les regarde après. Déjà, on les regarde. Après, je mesure aussi l'impact. Par exemple, des fois, ça m'est arrivé de monter dans des taxis, et puis le gars qui me parle d'un truc et qui me dit qu'il a lu ça, puis c'était moi qui venais de l'écrire. Qu'il avait écrit 2 jours avant. Mais ça m'est arrivé 3-4 fois sur Boulevard Voltaire, ou sur Riposte Laïque, ou sur Valeurs Actuelles, là où ça m'arrive d'écrire. J'ai quand même l'impression que nos idées pénètrent de plus en plus dans l'opinion, et que justement, cette position qu'on a est très écoutée. Elle est écoutée avec attention, elle peut être critiquée, mais en tout cas... Les audiences le prouvent, en tout cas, sur Internet. Les audiences le prouvent, parce que nous, on sait très bien qu'on ne défend pas, je dirais, une chapelle ou un parti. On va dire les choses comme on les pense et comme on pense qu'il faut... Tu n'as jamais été encarté, comme on dit? Tu disais que tu avais voté. J'ai été encarté au Rassemblement pour la République pendant très longtemps. D'accord. Mais aujourd'hui, tu n'es pas au RN? Non, je ne suis pas au RN, je ne suis pas à Debout la France, je participe... Tu n'es pas à Reconquête non plus? Je ne suis pas à Reconquête non plus, mais alors le problème, c'est quand Reconquête a été créé, moi j'étais très souffrant, tu vois, donc je ne pouvais plus être nulle part. Bon, mais ça c'est autre chose. Mais non, je ne suis pas encarté parce que bon, je veux garder quand même ma liberté de penser. Après, j'ai mes préférences et puis après, je regarde la situation politique et puis je me dis bon, mais il faut quand même essayer de soutenir les partis qui ont le plus de chances de passer d'arriver. Pour ces prochaines législatives, il y en a beaucoup qui brandissent la carte, l'épouvantail Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Tu y crois ou pas? Je n'y crois pas, puisque la gauche pèse 30% des voix. Donc je vois pas comment on peut gagner une élection avec 30% des voix. En fait, Mélenchon, c'est une illusion. La gauche rassemblée, en plus. Toute la gauche rassemblée. On n'a jamais vu un chiffre aussi bas. C'est-à-dire que dans toute l'histoire politique de la Ve République, on n'a jamais vu la gauche à 30% au premier tour. Jamais vu. Jamais vu la gauche aussi bas. Parlons même pas du Parti Socialiste. Ah oui, voilà, carrément, c'est la misère. Mais tout ça, c'est dû à l'immense talent de Jean-Luc Mélenchon, le talent de battleur et le talent d'orateur. Mais oui, il faut dire les choses. Et je pense que si on l'avait de notre côté, on aurait gagné. Moi, je te le dis clairement, si on avait lui comme candidat, mais évidemment, pas raconter ce qu'il raconte, parce que Mélenchon, quand même, il réussit vraiment un exploit. Il arrive à faire vivre des idées qui sont périmées depuis 30 ans. Et qui, partout où elles ont été appliquées, n'ont donné que des catastrophes. Et lui veut maintenir ce genre de choses. Tiens, je l'écoutais à certains débats, alors il disait, voilà, nous on va faire différemment, on va pas partir de l'offre, on va partir des besoins des gens et on va servir les besoins des gens. C'est typique du communisme que de ne pas être connecté au marché. Le marché, c'est quoi? C'est ce dont les gens ont envie, tout simplement. Et donc de prétendre répondre aux besoins des gens sans même savoir ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est toi qui dictes les besoins des gens. C'est typiquement le communisme, à la fois dans le mode économique, mais également le mode politique et le mode de pensée. Bon, mais personne ne lui a jamais répondu là-dessus, alors que c'est vraiment évident. Ça a déjà été appliqué. À Cuba, en Corée du Nord, au Venezuela. Alors, à un moment donné, il était... Oui, parce qu'il arrive à quand même se positionner comme un homme neuf, alors qu'il a fait partie de plein de gouvernements. Ah oui, il a fait partie des gouvernements Jospin. Bon, et puis encore une fois, ces idées, c'est des vieilles idées, des très vieilles idées qui n'ont jamais marché. Mais lui, avec son talent et toutes les références culturelles qu'il amène... Il a été sénateur. Il a été sénateur très longtemps. Maintenant, il est député. Il fait du neuf avec du vieux. Il arrive à faire oublier tout ça. Il y a quand même une certaine complaisance de certains médias, parce que des fois, on peut lui répondre aussi. Et puis bon, lui, ça passe, quoi, on va dire. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Il passe chez Ruquier, carrément. C'est le centre il a la carte, il a la carte du club. Il a la carte du club. Bon,
Mais il faut reconnaître qu'il sait s'exprimer, à la fois comme orateur, comme débatteur, avec des références culturelles, et en fait, il arrive à ressusciter des idées totalement fausses et périmées sur son seul talent. Et en plus, à faire des voix, maintenant, ça fait 2 fois qu'il risque de passer au 2e tour. Dans un contexte où la gauche est Et il a digéré le Parti Socialiste, qui est quand même incroyable. Oui, c'est incroyable. Enfin, il faut dire que le Parti Socialiste y a mis du sien, hein, parce que depuis 5 ans, ça va de catastrophe en catastrophe. Hein, ça ne cesse de s'écrouler. Hein. Ah, moi, je suis très content de l'écroulement du Parti Socialiste. Bon, enfin, c'est un peu le cas aussi pour les Républicains. Hein. Ah ben maintenant, c'est les Républicains aussi. Mais oui, mais parce que... Tiens, d'ailleurs, au passage, tu as vu que Valérie Pécresse a pu récupérer l'intégralité du prêt qu'elle avait j'étais pas au courant. Suite à l'appel donc, des 5 millions d'euros. Tu sais. Et elle les a eus. Elle les a eus, elle en a 5,1 même. Les gens ont donné de l'argent. Eh ben écoute, apparemment, comme quoi. Elle a bien de la chance. Hein. Écoute, c'est tant mieux pour elle. Moi, je les gens pas sont la peut-être pierre. cons. Hein. Je sais pas. Moi, je vais pas lui jeter la pierre. Mais bon, honnêtement, moi, je la connais, on le sait. Moi, depuis le début, je ne crois pas du tout à sa candidature. Et puis, il y a un problème. Au-delà même de sa personne, les Républicains, il faut quand même savoir ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, la principale thématique actuelle, c'est souverainisme contre mondialisme. C'est plus les questions de libéralisme économique ou autre, on n'en est plus là. Souverainisme contre mondialisme. Quelle est la position des Républicains? Tu peux me la dire, toi? J'ai du mal. Ben voilà. Alors, on s'est retrouvé avec une primaire où Ciotti, qui est plutôt souverainiste, 44, et Pécresse, qui est on ne sait plus trop quoi. Bon, mais tout ça n'est pas clair. Un parti politique, il faut qu'il ait une ligne politique. Comme LFI a une ligne politique, il a choisi son camp à tous les points de vue. Ah ben, c'est cohérent. Ça ne tient pas debout, mais c'est cohérent. Dans l'oreille des électeurs, on sait ce qu'ils veulent. Macron, c'est cohérent. Les Républicains... C'est un grand fourre-tout, en fait c'est un parti de notables. Ces partis-là, comme le PS et les Républicains, sont en train de devenir les équivalents de ce que fut le parti radical, grande partie de la Troisième République, mais qui finalement ne trouve plus de positionnement et donc se retrouve un parti de notables implanté dans quelques endroits. Alors on essaye de maintenir à flot à peu près quelques bastions, mais il n'y a plus d'esprit autour de ça. Alors, mon cher Olivier Piacentini, je te propose à présent donc d'aborder plus précisément ta pensée, tes réflexions donc, que tu développes, hein, notamment, donc on le rappelle, comme je le disais en introduction, dans ce nouveau livre qui est à paraître en fin de semaine prochaine sur toutes les plateformes, Amazon et j'en passe, je le disais, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, qui s'intitule « La chute finale, l'Occident survivra-t-il » Alors, première question que j'ai envie de te poser, c'est sur la genèse de ce livre. Est-ce que c'est la suite de tes précédents ouvrages, dont notamment Le Crépuscule de l'Occident qui était paru en 2017, oui. Ou encore Vers la chute de l'Empire occidental, paru une année auparavant, c'était en 2016. Alors c'est un prolongement, mais alors là aujourd'hui je suis dans un prolongement dynamique, entre guillemets. Pourquoi? Parce que Vers la chute de l'Empire occidental, je décrivais la situation économique et géostratégique de l'Occident par rapport à ses autres rivaux. Donc c'était une analyse de situation, si tu veux. Bon. Le Crépuscule de l'Occident, j'analysais les racines profondes de notre déclin, que j'attribuais en termes économiques, au keynésianisme, c'est-à-dire à ces politiques d'assistanat social et d'investissement de l'État trop important dans l'économie qui, petit à petit, amènent, je dirais, à un enlisement économique. Bon, là, je suis sur autre chose. Là, aujourd'hui, je sens que notre société est à ce point fragilisée que je vois comment elle pourrait s'effondrer. Et que je vois l'effondrement même se profiler à l'horizon, alors je ne sais pas exactement quand, et j'ai l'impression que c'est en train quand même de se marquer. C'est-à-dire que, par exemple, d'un point de vue géostratégique, on va enlever toute la connotation morale, moralisante, etc. de la chose. Mais quand on voit qu'un Vladimir Poutine se permet d'attaquer en Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas peur de l'Occident. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas peur. Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison? On ne sait pas. Mais le fait est qu'il n'a pas peur. Est-ce qu'il a raison de ne pas avoir peur? Maintenant que ça fait 3 mois. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Tu as l'impression qu'il est vraiment embêté plus que ça. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose en face. Moi, cette histoire de la Russie, je trouve que l'Occident est complètement à côté de la plaque parce qu'on a fait de la Russie notre ennemi. En maintenant cette structure qui est l'OTAN, qui n'est plus adaptée à la situation actuelle d'après la guerre froide. L'OTAN, c'était une structure qui a été créée pour lutter contre le bloc de l'Est à l'époque de la guerre froide. Donc là, il avait pleinement, je dirais, sa légitimité, mais depuis, on a continué à se tourner pour essayer de contenir la Russie, mais la Russie n'est plus notre ennemi. Depuis 30 ans, la Russie n'est plus notre ennemi. Mais on continue à focaliser sur elle, alors qu'il y a d'autres dangers qui sont apparus par ailleurs. Certaines puissances
du monde musulman islamique, comme par exemple la Turquie, qui aujourd'hui n'hésite plus à se positionner comme des ennemis, prêts à essayer de nous conquérir et d'islamiser l'Europe, c'est pas moi qui le dis, c'est Erdogan, vous pouvez retrouver toutes ces situations, eh ben la Turquie, elle est membre de l'OTAN. Pour moi, c'est pas cohérent. Et la Turquie a causé du tort à la France il y a de ça 1 an et demi, en attaquant une de ses vedettes qui patrouillait au large de la Libye. Elle a provoqué des tensions au large de Chypre, dans des zones de forage pétroliers qui étaient, je dirais, gérées par Total et Eni, la compagnie italienne. Eh bien, il y a eu vraiment des problèmes avec carrément des escarmouches presque dans ces zones-là. Est-ce que la Turquie est notre ami, est notre allié? Non. Son chef d'État ne cesse de nous critiquer et même d'exposer des intentions malhonnêtes vis-à-vis de nous, et d'ailleurs avait même soutenu Daesh à un certain moment en sous-main pendant que nous combattions les terroristes. Bon. Donc on a une structure qui est inadaptée, qui a éloigné la Russie de nous et qui l'a rapprochée de la Chine. Parce que la Russie a besoin d'avoir des alliés. Bon. Donc on a ce problème-là. Mais en même temps qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on méprise tout ce que dit Poutine, en même temps qu'on essaye de s'en éloigner et de le critiquer, par ailleurs, on ne met rien en place pour le soumettre. Mais donc, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Il attaque et il se dit, mais ils vont rien me faire. Ou des petits trucs, quoi. Bon. Quand il a attaqué la Crimée en 2014, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en place des sanctions commerciales, etc. Alors, on n'exporte plus des pommes, des poires, ou je ne sais quoi. Ben, c'est très simple, hein. Maintenant, c'est les Russes, ils les font eux-mêmes. Ils ne prennent plus les pommes françaises, et ce sont nos producteurs de fruits qui ont perdu énormément de chiffre d'affaires vis-à-vis de la Russie. Ils le font eux-mêmes. Et au passage, ça prouve bien que le libre-échangisme n'est pas toujours porteur de progrès et de profit, comme on le dit, puisque les Russes ont profité de ces sanctions. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les sanctions, ou en tout cas une partie des sanctions, ne sont pas des sanctions pour Poutine, mais pour nous. C'est-à-dire, on se sanctionne nous-mêmes. Maintenant, ça fait 3 mois et demi qu'il y a la guerre. On n'a pas l'impression que c'est en passe de s'arrêter parce que l'économie russe serait en passe de s'effondrer. Ce n'est pas le cas. Et d'un point de vue stratégique, diplomatique et autres, on n'a pas de répondant. Donc, on voit bien que l'Occident recule, qu'il est, je dirais, il n'est pas en mesure d'arrêter ce qu'il a identifié comme un ennemi. Après, chacun voit comme il veut. Hein. Mais en tout cas, d'un point de vue opérationnel, l'Occident n'est pas en mesure d'arrêter Poutine. Alors, parlant d'Occident, la question de la civilisation occidentale, de civilisation, j'entends, c'est vraiment un des thèmes de prédilection de tes ouvrages, Olivier? Oui, c'est une thématique qui me touche beaucoup. Pourquoi alors, elle est si centrale pour toi, cette question de la civilisation? Je ne sais pas. Alors, écoute, je vais te dire quelque chose. Hein. C'est peut-être mes origines italiennes, parce qu'on est très sensible aux effondrements de civilisation en Italie, parce qu'on s'est effondré déjà 2 fois en Italie, pendant la période romaine et puis après pendant la période Renaissance. Je sais que tu avais des origines corses. Moi, corse et italienne, les deux. Et, faut pas t'emmerder, quoi. On va croire que je suis méchant. Ah, ouais, non. Bon. Et donc, quand tu lis un bouquin d'histoire romaine, la période décadente, c'est frappant. Tu retrouves, point par point, toutes les thématiques qui nous préoccupent aujourd'hui. Les invasions barbares, c'était pas des hordes qui arrivaient, on ne pouvait pas battre l'armée romaine, elle était plus forte. Non, c'est de la pénétration migratoire, en quelque sorte. Et après, ces barbares s'installaient dans des régions qu'on leur accordait, et puis on leur accordait des dérogations spéciales et tout. On en avait besoin parce que l'armée romaine, les Romains ne voulaient plus y aller, donc on prenait des barbares. Mais en même temps qu'ils étaient dans l'armée romaine, ils avaient leurs revendications à eux, ils avaient voilà. Alors les Romains se posaient toujours la question, mais est-ce qu'on cède pas? On va toujours finir par les rattraper, hein, on est supérieur, etc. Il y a ce sentiment de supériorité qui fait qu'on croit qu'on va toujours réussir à les manipuler, et puis finalement, non. Même la question de la production, quand l'Empire était finalement suffisamment étendu, on ne faisait plus appel aux producteurs de la péninsule italique, on faisait venir d'ailleurs, ce qui était produit par des esclaves des régions qu'on avait conquises, etc. Et donc, le peuple romain se retrouvait de plus en plus au chômage, en déshérence, et alors on lui proposait des jeux, du pain, etc. Bon. Et il y a énormément de points de ressemblance, hein, manipulation monétaire, pour pallier tout ça, pour payer les tribus que les barbares installés exigeaient pour continuer à maintenir leur coopération et puis lutter contre les autres barbares qui arrivaient. Mais il fallait payer des tribus. Alors il y avait de moins en moins d'argent, mais on faisait des manipulations monétaires avec le sesterce, etc. On retrouve point par point tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Et moi, je vois qu'aujourd'hui, notre civilisation, j'ai 50 ans, donc j'ai vraiment le sentiment d'un recul considérable en quelques décennies de notre civilisation, à la fois, je dirais, sa prospérité, sa sécurité,
l'emprise qu'on a sur le reste du monde, notre sécurité, même en tant que Français, quand on voyage à l'étranger, on n'est plus respecté comme avant. Ce n'est plus la même chose. Il y a véritablement un recul de notre civilisation qui m'inquiète beaucoup. Mais tu dois être quand même assez content que cette question soit revenue dans le débat médiatique, en tout cas qu'elle soit de plus en plus présente, notamment grâce à Éric Zemmour, qui en avait fait l'un des principaux thèmes de sa campagne, ou encore grâce à Michel Onfray, qui dit vouloir, je cite, penser en termes de civilisation. Plus largement, quel regard tu portes d'ailleurs sur la campagne d'Éric Zemmour? Elle a quand même permis de remettre au centre du débat tout un tas de sujets relatifs notamment à l'identité, l'immigration ou l'islam. Tu en penses quoi? Moi, je ne pense que du bien, globalement, d'Éric Zemmour et de tout ce qu'il a dit. Enfin, il a mis... Même si tu as voté pour le Rassemblement national. Oui, mais parce que j'ai voté pour aussi dans l'intérêt politique. Voter utile, c'est ça. Oui, voter utile et puis aussi voter politique. Parce que moi, ce que j'ai toujours dit, et je l'ai dit avant, ça aussi, vous pouvez retrouver des textes que j'ai publiés. Qui d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen trouve le plus grâce à tes yeux? Ça dépend pourquoi. Pour moi, Éric Zemmour, c'est un intellectuel, un polémiste, un journaliste. Et le problème, c'est que quand on est dans ce créneau-là pendant des années, on dit des choses cash, on dit des choses franco, que les gens aiment ou n'aiment pas, apprécient ou n'apprécient pas. Exemple, cette question de la place des femmes dans la société, sur lequel Éric Zemmour avait beaucoup délayé sa pensée, je dirais. Bon, mais est-ce que ça lui a rapporté des voix, ça? Voilà la question. Parce que quand après tu te présentes aux élections, mais que tu as dit tout ce que tu as dit avant, qu'on soit pour, qu'on soit contre, moi j'aime bien que les gens s'expriment et qu'ils donnent leur pensée claire. Donc j'ai rien contre ce qu'il a dit, enfin je suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais enfin qu'il l'ait exprimé très bien. Mais après quand tu deviens un homme politique, c'est plus la même chose. Tu as un électorat, il y a 51% de femmes. Tu parlais de tes écrits, oui, tu avais dans des écrits... J'avais dit que moi, cette candidature de Zemmour, sur son impact, sa notoriété, il pouvait y avoir, mais je pense qu'il allait être plombé par son passé de chroniqueur, polémiste, journaliste, intellectuel, etc. Les questions qu'il a abordées sur, par exemple, la période d'occupation, avec la question du traitement des Juifs sous Pétain, etc. Effectivement, il a relancé le débat là-dessus, pourquoi pas. Je n'ai rien contre ça, mais ensuite, quand tu arrives et que tu te présentes devant l'opinion publique, ça crée de l'attention, et forcément, tu as une partie de l'opinion, même une opinion qui pourrait... C'était maladroit, selon toi? C'est pas que c'est maladroit, c'est que tu changes de créneau. Et ce changement-là est très difficile à mener. Tu comprends? Très difficile à mener. Tu vas parler de la question de l'occupation maréchal Pétain. Bon, très bien, déjà on te critique en tant que polémiste, etc. Mais enfin, bon, tu arrives quand même à vendre tes livres, à passer... Mais alors après, tu te présentes devant les électeurs. Tu en as une partie qui vont jamais voter pour toi. Très simplement, et des catégories très, très faciles à identifier, qui ne voteront jamais pour toi. Même s'ils sont d'accord avec toi. Et est-ce que sur cette question justement plus large des thèmes de campagne d'Éric Zemmour, Marine Le Pen, elle est en quelque sorte sortie de ces sujets de civilisation pour se concentrer davantage sur le social. C'était une erreur selon toi? Pas tout à fait, puisqu'elle a fait quand même un bon score. Donc ça ne pouvait pas être une erreur complète. Mais au final, 42%, c'est pas 50%. Oui, mais plus écoute-moi, Eric, je crois que le problème n'est pas une question stratégique. Moi, je crois que le problème, c'est qu'on ne lui accorde pas un crédit présidentiel. Voilà. Je pense qu'il y a toujours... Le plafond de verre aujourd'hui, c'est pas de dire « Ah, elle est facho, elle est ci, elle est là ». Je crois que le plafond de verre, c'est que les gens se disent « Mais est-ce qu'elle va pouvoir gérer notre pays ?» Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent ça. Est-ce qu'elle peut? Alors les gens se posent la question, et puis arrive le débat. Et à chaque fois, il y a quand même certaines limites, quoi, on va dire. Je veux pas... Tu vois ce que je te dis? J'aime pas, c'est pas mon rôle de critiquer les leaders de mon camp, parce qu'ils ont plutôt besoin d'être soutenus, et je les soutiens. Mais je crois que le problème, à ce niveau, il est là. Tu penses pas plutôt que la question, justement, on y revient encore, de la civilisation occidentale, de ce qu'on pourrait qualifier de survie de cette civilisation, mobilise tout simplement moins les électeurs que des questions plus prosaïques, quoi. Mais écoute-moi, tu te retrouves au mois de mars. Les gens vont voter au mois d'avril. Au mois de mars, tu as une flambée des prix. Bon, des problèmes avec des tensions géopolitiques, etc. On a peur de la guerre, des trucs, des machins. Bon, c'est évident que les gens, au moment où ils votent, ils vont se focaliser sur des sujets d'actualité. Bon, vraiment les sujets qui les préoccupent le jour J, la question d'aller regarder si la civilisation va s'effondrer, etc. Ça, oui, il y a une élite, une certaine partie de la population qui va réfléchir à ça, et qui d'ailleurs s'est portée sur Zemmour. Une élite de droite s'est portée sur Zemmour. Mais le problème, c'est que l'élection, l'élite, par définition, elle est limitée en termes numériques. Voilà. Et donc, je pense que Marine Le Pen s'est adaptée
à une situation d'un certain électorat. Elle a développé un programme qu'on peut critiquer par certains aspects, il n'y a pas de souci, mais je pense que malgré tout, ce qu'elle défendait était beaucoup plus dans la ligne de ce que je souhaite que ce qu'il y avait en face, bien entendu, et par rapport à Éric Zemmour, puisque tu me les mets en balance tous les deux, je pensais qu'elle avait plus de chances de passer, même, je peux te le dire, quand j'ai vu certains de ses soutiens passer dans l'autre camp, ça m'a fait immédiatement penser à Chirac-Balladur de l'année 95, et je me rappelle très bien avoir discuté avec mon neveu, elle me disait « Ah oui, bah Marine Le Pen, tout le monde la lâche, c'est fini. » J'ai dit « Non, ça va la faire monter. » Les gens vont faire comme avec Chirac, il y a quand même un petit lien affectif avec elle, et elle va faire un peu pleurer dans les chaumières, entre guillemets, avec ça, et les gens vont la soutenir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Non, mais pour revenir, et pour faire écho donc à ton dernier ouvrage, comment tu expliques quand même aujourd'hui, eh bien, cette question de la civilisation soit, si elle n'est pas complètement éludée, en dehors évidemment des propos d'Éric Zemmour, parfois ridiculisée par une partie de la classe politique, et si j'osais, également des médias dits mainstream, je pense notamment à France Inter. Ah ben ça c'est clair, mais enfin ça c'est France Inter, c'est pas eux qui vont revenir sur les problèmes de civilisation et de choses comme ça. Ben moi-même je le subis, puisqu'on me dit toujours « Ah tu es décliniste, ah oui, ben d'accord, oui tu vois les choses en noir ». Alors après on te fait passer pour un dépressif ou un mec qui voit tout en noir, alors que sincèrement on se connaît un petit peu. Oui, non, t'es pas quelqu'un de négatif. Franchement, je suis quelqu'un comme ça, moi ? Non. Sincèrement. Tu sais bien que j'aime bien vivre, j'aime bien sortir, j'aime bien discuter avec des tas de gens, etc. Mais à un moment donné, il faut bien faire une analyse quand même de la situation, c'est tout. C'est pas que je me complais dans le pessimisme et le négativisme, c'est que je constate dans ma vie quotidienne et dans ce que je vois à travers ce qui m'est rapporté dans les livres, dans les médias, etc., je constate que notre civilisation est en train de s'effilocher par tous les bouts. Voilà. Par tous les bouts. Et par tous les aspects qu'on peut regarder. Et je pense que ce déclin est lié à deux politiques qui sont conduites depuis 30 ans et qui se conjuguent, mais pour notre plus grand mal, c'est le mondialisme et le socialisme. Puisque, là encore, je suis peut-être un peu iconoclaste, tout le monde me dit Macron ultralibéral partout, etc. Mais non, en France, 62% de dépenses publiques par rapport au PIB. Ça veut dire que tout ce qu'on produit, toi, moi, etc., ben, l'État en prend 62%. C'est ultralibéral, ça ? Ben non, ça correspond au taux de la Hongrie dans les années 50, en plein bloc de l'Est. Donc, je pense que c'est véritablement la politique conduite par la gauche depuis 30 ans, la gauche et qui s'est répandue même sur certaines parties de la droite, hein, par exemple sous Chirac et autres, c'est cette politique-là qui a enclenché le déclin de notre civilisation. Donc évidemment que France Inter va pas me rejoindre là-dessus. Hein. Il va me dire « Ah oui, mais vous êtes fou, ah vous êtes ci, et puis en plus vous êtes complotiste, vous êtes décliniste, vous avez des lubies. » T'as prévu d'ailleurs d'être invité par France Inter pour faire la promo de ton ouvrage ? Ouais, moi s'il m'invite, pas de problème, j'y vais. Hein. Puis s'il m'attaque, pas de souci. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, si j'ai quelqu'un en face de moi qui va me dire non, c'est pas ça, ça m'est arrivé d'ailleurs, hein, même sur des médias de droite où des gens m'ont dit moi je suis pas d'accord avec vous, c'est pas comme ça, mais tu te défends avec des arguments. Moi, je prétends pas arriver et être couronné de laurier partout où je passe. Moi, je défends des positions avec des arguments et j'attends qu'on me présente des arguments en face. Point. Et je suis prêt à y répondre. Et puis si j'ai tort, hein. C'est comme ça. Mais alors on rappelle donc cet ouvrage pour les gens qui nous prendraient en cours d'émission, donc La chute finale, l'Occident survivra-t-il ? Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est le versant occidental du livre d'Emmanuel Todd, le célèbre démographe qui était paru en 1976 et qui était également intitulé La chute finale, mais dont le sous-titre était Essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Bah oui. Tu avais lu son livre Ah oui, mais je l'avais lu, on en parlait à l'époque. Qu'est-ce que tu penses de lui plus largement ? Je ne vais pas parler d'Emmanuel Todd parce que bon, je suis d'accord sur certains points, mais pas sur tout, loin de là, puisqu'il est plutôt classé à gauche et qu'il y a beaucoup de... Bon, mais il avait été visionnaire sur l'Union soviétique parce que son livre est sorti en 1976. Ben, en 1976, personne ne voyait l'Union soviétique s'écrouler. Et même mieux, on était persuadé que nous allions devenir soviétiques. Et d'ailleurs, à Sciences Po, il y avait des cours sur la thématique de la planification socialiste, comment l'adapter à notre civilisation, etc., à notre monde à nous, comment... Pratiquement, c'était l'Occident qui cherchait à coller à l'Union soviétique parce que on voyait l'Union soviétique progresser de tous les côtés, à la fois, je dirais, d'un point de vue militaire, d'un point de vue stratégique, l'influence qu'elle avait dans les médias et dans les milieux intellectuels en France. Personne ne voyait en 1976 l'Union soviétique s'effondrer. Elle s'est effondrée en 1989. Bon, moi je vois ça du côté de l'Occident aujourd'hui. Je pense que ça peut arriver. Mais comme je dis dans mon livre, c'est pour ça que je vous appelle quand même à le lire, moi, le premier chapitre de mon livre, c'est l'Occident, la civilisation d'exception.
pour moi, il y a une exception occidentale. Ce n'est pas une civilisation comme les autres. J'aimerais que tu définisses d'ailleurs ce qu'est exactement la civilisation occidentale. C'est parfois un concept un peu flou pour les gens qui peuvent parfois nous écouter sur ces questions. Là-dessus, je me base sur une analyse qui a été faite par Philippe Nemo dans son livre « Qu'est-ce que l'Occident ?», qui, à mon avis, est parfaite. Et qui vraiment calibre bien qu'est-ce que c'est que l'Occident. L'Occident, c'est une civilisation qui a une histoire, et dans son histoire, elle a été influencée de façon marquante par certaines étapes. Première étape, la Grèce antique, philosophie, théâtre, etc., et début de la démocratie politique, etc. Deuxième étape, le droit romain. Troisième étape, le christianisme. Quatrième étape, la réforme grégorienne au XIIe siècle et, je dirais, le saint Thomas d'Aquin qui a influé, enfin, qui a rendu pratique et rationnel le christianisme, si tu veux. Cinquième étape, les révolutions libérales, politiques et économiques du XVIIIe siècle. Ce sont les pays qui ont suivi ces 5 étapes et qui ont été fortement imprégnés par ces étapes qui sont occidentales. Pour Philippe Nemo, par exemple, la Russie n'est pas occidentale. Parce qu'elle n'a pas vécu les révoltes libérales et elle était en marge à ce moment-là, au moment du XVIIIe siècle, etc. Donc elle est presque occidentale, elle a les 4 étapes, mais pas les 5. Bon. Et moi, pour qualifier l'Occident, qu'est-ce qui fait la grande différence de l'Occident avec toutes les autres civilisations? Il y a un marqueur très simple que je connais bien, parce que je côtoie d'autres civilisations à travers des tas de gens que je rencontre, avec qui je travaille, qui viennent par exemple du monde musulman, et ma femme est africaine. L'Occident, c'est la civilisation où c'est l'individualisme qui prime. Les autres, c'est des civilisations communautaristes où l'individu est soumis au groupe et ensuite il a sa marge un petit peu individuelle, sa marge de liberté individuelle, mais avant tout, il s'insère dans le groupe et il s'adapte au groupe et il travaille dans le groupe. Nous, c'est l'individualisme qui prime. Nous sommes avant tout individualistes et après, c'est le groupe qui est constitué de ces individus qui s'organisent. C'est différent. Et c'est pour ça que, par exemple, la pensée politique est beaucoup plus développée chez nous qu'ailleurs. Chez les autres, on reproduit toujours, si tu veux, des traditions, on se base, par exemple, civilisation musulmane sur le Coran, etc., ou je dirais, des systèmes traditionnels. Chez nous, c'est en évolution constante. Pourquoi ? Parce que c'est l'individualisme qui prime, donc la créativité, donc l'innovation permanente, donc la politique doit toujours s'adapter à toute une série d'innovations et de changements qui sont provoqués par, je dirais, des individus qui sortent du lot et qui provoquent des changements. Alors, 2 questions. D'abord, quelle différence tu fais entre civilisation occidentale et civilisation européenne, si tant est qu'il y en ait une ? Alors, européenne, oui, il y a une différence dans le sens qu'aujourd'hui, l'Occident, on va dire que c'est plutôt le leader, c'est les États-Unis. Bon, donc une civilisation qui est encore plus déracinée, c'est-à-dire, si tu veux, les États-Unis, c'est le paroxysme de l'Occident, dans le sens que, à la différence de la civilisation européenne, les États-Unis, c'est une nation jeune, avec des gens qui sont venus, je dirais, qui ont quitté leur vie ancienne pour bâtir en quelque sorte un monde nouveau. Donc, les États-Unis, c'est le terrain d'expression du paroxysme de cet individualisme. Et donc, on peut dire qu'il y a quand même une nuance, pas une différence, mais une nuance entre une civilisation européenne qui, tout en étant individualiste, dynamique, etc., est quand même très influencée par son histoire. Une histoire importante. Voilà, une histoire importante qui pèse encore, puisque les morts gouvernent encore les vivants. Hein, bon. Mais aux États-Unis, nous avons une civilisation qui est encore plus individualiste, encore plus innovante, encore plus dynamique, parce que on a recréé un monde nouveau, le nouveau monde, sur cette base-là. C'est quoi les autres grandes, seconde question, les autres grandes civilisations autres que la civilisation occidentale? C'est Dicton qui en a parlé dans son livre Le choc des civilisations, qui est un livre de référence. Hein. Donc il y a la civilisation orthodoxe autour de la Russie, il y a la civilisation japonaise, qui considère que le Japon est une civilisation en soi. Voilà. Il y a ensuite la civilisation asiatique autour de la Chine, etc. La civilisation hindoue. Et après, il y a une civilisation latino-américaine qui, elle aussi, est un peu comme la Russie, est à la limite de la civilisation occidentale. Mais elle n'y est pas. Et ensuite, nous avons la civilisation arabo-musulmane. Voilà.
Alors, quand on te lit, Olivier Piacentini, on a parfois l'impression que la civilisation occidentale, c'est quelque chose de figé, qui n'a pas forcément vocation à évoluer. Est-ce que c'est pas le propre des civilisations que de s'adapter et de changer, justement? Mais justement, j'ai jamais dit que la civilisation occidentale était figée. J'ai toujours dit que c'était la civilisation de l'évolution constante et du changement. Et d'ailleurs, c'est l'Occident qui a inventé le capitalisme. Comment le capitalisme a avancé ? Comment est-ce qu'il est devenu dynamique ? C'est le principe de destruction créatrice, c'est-à-dire que ce qui ne marche plus devient obsolète et balayé par les avancées, et puis il y a des choses nouvelles qui viennent prendre le relais. C'est ça l'Occident. Et c'est ça l'Occident, et pas les autres. Les autres ne fonctionnent pas comme ça. Les autres, on cherche toujours à maintenir l'existant et à le pousser jusqu'au bout. L'Occident, c'est ça. Donc pour moi, c'est pas figé l'Occident. C'est appelé à évoluer en permanence, mais c'est quand même basé sur des valeurs fondamentales permanentes et auxquelles il faut se référer. Si on ne s'en réfère plus, si au contraire on leur tourne le dos, si on leur crache dessus, c'est là où on entame un processus de décomposition. Et je pense qu'on a commencé. Sur ce canapé, dans cette émission précédemment, Michel Onfray m'avait un peu interpellé, d'ailleurs, ça m'avait un peu surpris, en laissant entendre que toutes les civilisations étaient appelées à disparaître aussi à un moment donné. Alors tu parles d'évolution. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui peuvent penser que les civilisations, elles naissent, elles prospèrent, et puis elles meurent, elles sont un peu comme les êtres humains? C'est un fait qui a été développé par Spengler, Oswald Spengler, le déclin de la civilisation, et où il explique que les civilisations, c'est comme un corps organique. Elles ont des saisons. Alors il y a le printemps, c'est la naissance. Alors ça tourne toujours. C'est toujours une religion, l'apparition d'une religion qui va provoquer, je dirais, les germes. C'est-à-dire cette religion fascine, plaît, les gens y croient, et donc autour, on bâtit une société autour de ça. Puis après, il y a l'été, c'est l'expansion de cette civilisation. L'automne, c'est quand elle commence à se décrépir, et puis l'hiver, voilà. Et Oswald Spengler avait décrit ces processus pour l'Occident, et il avait dit, nous allons rentrer dans l'hiver au début du XXIe siècle. C'est rigolo. Il avait été prémonitoire, quoi. Oui, parce qu'en 2001, c'est quand même l'attaque des tours du World Trade Center. Mine de rien, c'est quand même une image forte qui montre qu'aujourd'hui, on est attaqué sur notre territoire, ce qui n'était plus arrivé. C'est quoi les symptômes d'ailleurs du déclin de l'Occident que tu pourrais identifier ? Très clairement, nous avons une part de production relative qui est en chute permanente, c'est-à-dire que l'Occident représentait, je crois, dans les années 90, encore 75% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est moins de 50%. Donc une part relative qui a baissé. Alors on va te dire, il y a une croissance. Mais oui, mais quand c'est d'autres qui te prennent tes parts de marché de PIB, ça veut dire que l'accès aux matières premières, l'accès aux fournitures et autres, tu as des concurrents qui concurrencent là-dessus et qui, au final, créent petit à petit de plus en plus de pénuries, puisqu'il y en a d'autres qui peuvent l'acheter. Tu as vu quand il y a eu l'histoire des masques, etc. C'était des problèmes que nous n'avions pas il y a 30 ans. Donc, déclin relatif de la production, endettement pour essayer de soutenir le bateau à flot, alors que ce n'est plus le cas. Nous avons des questions démographiques qui sont quand même terribles, c'est-à-dire qu'on ne renouvelle plus nos générations. Et ça, c'est quand même l'esprit très profond d'une civilisation qui ne croit plus en l'avenir, qui ne s'aime plus. C'est ce que je décris d'ailleurs dans mon livre, très précisément. L'Occident, la démographie, c'est un signe, mais le fond de l'affaire, c'est qu'on ne s'aime plus. On est dans le déni de nous-mêmes. Et ça transparaît quand on entend les médias, et il y a une culpabilisation permanente de l'homme occidental qui apparaît à travers le wokisme. Bon, je ne vais pas développer tout ça, vous connaissez. Donc on est d'un point de vue spirituel, culturel, démographique, économique et aujourd'hui géostratégique, puisqu'on voit bien qu'on a de moins en moins la main sur les affaires de la planète, nous sommes en déclin permanent. Alors justement, question donc un peu plus polémique. Emmanuel Macron, pour toi, c'est quoi ? C'est un symptôme ou un accélérateur de ce déclin ? Pour moi, c'est très clairement un accélérateur de ce déclin. Un accélérateur de ce déclin qui veut se faire passer pour celui qui va, je dirais, l'enrayer, mais qui en réalité l'accélère. Je vais faire encore une fois référence à l'Union soviétique. L'Union soviétique, à partir des années 60, on a commencé à se rendre compte que l'économie soviétique ne marchait pas. Contrairement à une propagande permanente de l'État soviétique, du PCUS, etc. Mais en réalité, l'économie ne cessait de se dégrader, de plus en plus de pénuries, de moins en moins de productivité, etc., de grandes difficultés. Eh bien, les dirigeants disaient, oui, ça ne marche pas, mais ce n'est pas parce que c'est le communisme qui est mauvais, c'est parce qu'on n'est pas assez communiste. Donc avec Macron, on a le même principe, c'est-à-dire on va nous expliquer que ça ne marche pas. C'est pas parce qu'on n'est pas assez mondialiste,
C'est pas parce qu'on est trop mondialiste, c'est parce qu'on l'est pas assez. Il faut aller plus loin. On n'est pas adapté, on n'est pas dans le coup, il faut aller plus loin. Il faut aller toujours plus loin dans ce qui ne marche pas. Et donc, véritablement, Macron nous engage complètement dans la voie de ce déclin, mais il ne le fait pas par hasard. Parce que moi, je suis convaincu que Macron est, je dirais, l'homme lige de toute une clique de gérants de multinationales, de grands patrons de banques, etc. Et qu'il est là, justement, pour appliquer un programme très précis, mondialiste, et il l'a évoqué pas plus tard qu'il y a 10 jours d'ailleurs, parce qu'il a bien dit, la santé en France, il ne faut plus qu'on s'occupe de notre santé. C'est l'OMS qui doit nous donner la politique qu'on doit conduire, à nous comme aux autres. Donc aujourd'hui, maintenant, il est réélu, il ne risque plus rien. Dans 5 ans, il ne se présentera pas. C'est là qu'on va voir le vrai visage. Le vrai visage, c'est le mondialisme pur et dur, où on va nous expliquer qu'il faut qu'on abandonne peu à peu notre souveraineté, y compris sur des questions antérieures comme la santé, etc., etc. Et puis, il y a cette nomination, par exemple, de M. Ndiaye, je vais y revenir. Mais voilà, là, on nous explique clairement, enfin, Macron qui avait lancé déjà plusieurs piques sur la culture française qui n'existe pas, la France qui a commis des crimes contre l'humanité, etc., etc. Enfin, je dirais, tous les leitmotifs du wokisme, mais qui se retenaient, parce que, bon, il y a les élections, il faut quand même, là, il nous donne quand même la couleur. Juste parenthèse avant justement de parler du nouveau ministre de l'Éducation nationale, la responsabilité de la gauche et de mai 68 dans ce qui pourrait être qualifié donc selon toi d'effondrement de cette entre guillemets civilisation, c'est quoi leur responsabilité? Elle est énorme pour moi, j'en ai beaucoup parlé dans un livre qui s'appelle Le crépuscule de l'Occident. Hein, je pense que c'est vraiment là que les choses ont commencé à mal tourner pour nous. Pourquoi ? Parce que nous avions la période des 30 Glorieuses, une période des 30 Glorieuses où il y avait une production assurée sur place, par des ouvriers, des employés, des salariés sur place, avec des chefs d'entreprise sur place, la production qui était consommée sur place, où bon, il y avait de l'exportation, mais le gros c'était quand même consommé dans la sphère occidentale, on va dire, et tout ce qui était investi par les entreprises se retrouvait dans le niveau de vie, l'enrichissement des populations, ça tournait. Et d'ailleurs, moi, j'écoute des gens à la télé comme Mélenchon, par exemple, ou Besancenot, qui nous disent « Ah oui, nous, on veut revenir à la part capital-travail qui était celle de la période, par exemple, Giscard. » Mais à l'époque de Giscard, ils n'arrêtaient pas de le critiquer, Giscard. Maintenant, le capital a pris de plus en plus d'importance dans la répartition des richesses, et ils voudraient revenir à la période Giscard, alors que justement, ils n'ont cessé de vilipender ces gouvernants, De Gaulle, Pompidou, etc., qui justement avaient réussi à maintenir la production sur place et à favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Bon, à l'issue de cette période des 30 Glorieuses, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin? Et à mon avis, c'est ce qui a provoqué la fin, plus que le choc pétrolier. C'est qu'il y a eu ces révoltes étudiantes et dans la foulée, les grèves générales des ouvriers en France, mais en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, partout. Et là, il y a une rupture dans le pacte de confiance, c'est-à-dire que l'élite économique s'est dit, mais est-ce qu'on peut encore compter sur la force de travail qu'il y a chez nous, puisqu'on partage de plus en plus, on donne de plus en plus, et au final, on se retrouve avec des révoltes comme on n'en a jamais connues. Donc je pense que ça a brisé le pacte de confiance qui existait entre les catégories sociales, employeurs, etc. Et ça a créé un malaise, et en plus ça a changé, je dirais, la façon de penser et les orientations des gens qui se sont de plus en plus tournés vers les loisirs, le bien-être, etc. Alors évidemment, on n'est pas contre, nous-mêmes on participe plus ou moins de ça. Mais on oublie de plus en plus que c'est le travail qui fonde quand même notre niveau de vie et qui fonde la prospérité à la fois individuelle, mais aussi de notre nation. On l'oublie de plus en plus. Et les politiques sociales qui ont suivi la période de mai 68 pour répondre à ça n'ont cessé de dévaloriser le travail, n'ont cessé de dévaloriser l'esprit d'initiative, le goût du risque, l'entreprise. Et donc ça a participé grandement, et même de façon déterminante, au début du déclin de l'Occident. Alors j'ai 3 questions à présent qui sont liées, donc j'aimerais que tu m'y répondes, je vais te les donner groupées. D'abord, j'aimerais que tu me dises quelles sont selon toi les civilisations qui sont ennemies de la civilisation occidentale, première question. Ensuite, j'aimerais que tu me dises si on va selon toi inévitablement vers une guerre des civilisations. Et enfin, j'aimerais que tu me dises donc qui a selon toi le plus de chances de la gagner, cette guerre des civilisations, si on va vers elle. Donc première chose, les civilisations ennemies. Moi, j'en vois 2. Alors, sur deux plans directement. Alors, ennemi, c'est le problème quand on dit ça, on a l'impression que tout le monde est embarqué là-dedans. Mais aujourd'hui, nous avons des ennemis dans le monde arabo-musulman. Des ennemis déclarés. Erdogan. Nous avons Daesh qui a été un État.
non reconnu, mais un État. Donc nous avons véritablement des ennemis. Donc c'est cette civilisation-là qui, selon toi, est ennemie de la civilisation occidentale. Mais et ça se dit. Ça se dit. Encore une fois, je ne mêle pas tout le monde. Enfin, qui souhaite sa chute, on va dire. Qui souhaite sa chute parce qu'il y a véritablement une fracture, je dirais, civilisationnelle, religieuse, profonde, culturelle, qui conditionne d'ailleurs, je ne vais pas dire une haine, mais une incompréhension, y compris parmi des populations sur place. Il y a certaines populations ici qui ne comprennent pas notre civilisation. Et ce qui implique que, selon toi, on irait vers une guerre des civilisations inévitable, inéluctable ? Mais la guerre entre cette partie civilisation est déjà entamée, puisque nous avons des groupes terroristes qui sont tournés contre nous en permanence. Et nous avons aujourd'hui des États, encore une fois, comme la Turquie, qui disent clairement qu'elles veulent propager l'islam en Europe parce que notre civilisation est décadente et qu'on ne les aime pas. Vous avez un discours d'Erdogan auprès de la conférence des pays musulmans où il dit oui, vous êtes obligés d'aller avec les Occidentaux, de traiter avec eux, mais ils n'aiment pas nos enfants. Ils ne nous aiment pas. Excuse-moi de faire encore une fois une parenthèse peut-être un petit peu caricaturale, mais qui voulait dire beaucoup de choses. Cette histoire du Burkini à Grenoble, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Donc on rappelle donc le contexte. La mairie de Grenoble qui a quand même réussi à, entre guillemets, obtenir de la justice, et bien que l'on ait le droit de se baigner en Burkini. Et puis le parquet a fait appel, on en est là, décision suspendue. Wauquiez, qui à la région a dit qu'il n'allait plus allouer de subventions à la mairie. Bon, on arrive en tout cas... Moi, alors, pour prendre un peu de hauteur là-dessus, je vois... Bon, mais c'est le parti écologiste, je crois, hein, le maire de Grenoble, hein, c'est ça. Hein, oui, donc, c'est ça. Des 68 arts invétérés, hein, à la base. Hein, c'était la quintessence de mai 68, l'écologie, et de l'autre côté, la libération de la femme, la libération sexuelle, etc., etc. Bon, très bien. Et puis alors, maintenant, on se bat pour le Burkini. Les mêmes qui nous défendaient l'avortement, la contraception, la libération sexuelle, la libération des mœurs, tout ça, ben les mêmes maintenant se battent pour le Burkini. Non mais enfin, soyons sérieux, on va à la gamelle électorale, parce qu'on sait que maintenant il y a un électorat musulman qui d'ailleurs a fait un appoint très important à Mélenchon pour le deuxième tour, parce que 70% des électeurs musulmans ont voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, c'est quand même massif. Et donc, pour ne pas déplaire à cet électorat-là, on jette à la poubelle toutes les idoles qu'on a adorées pendant 40, 50 ans, et quand on était un peu contre ça ou réticent, ah ben on était traités de tous les noms, réac, facho, etc. Et ben là, on va se mettre à la remorque d'un truc. Enfin, franchement, c'est quand même incroyable. Là, on n'est plus dans la vision traditionnelle de la femme, on est dans la femme soumise et qu'il faut cacher au regard des hommes. Il faut la préserver du regard des hommes. Mais depuis quand on parle, ça fait combien de décennies qu'on ne parle plus comme ça, nous, ici ? Ça fait quand même un bon bout de temps. Ben non, là on nous remet ce genre de couvert là-dessus. Bon, donc on a ce problème avec cette civilisation, et nous avons un autre problème avec la Chine, hein, une civilisation concurrente, qui a vraiment développé sa puissance d'une façon phénoménale en 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, ce n'était rien. Et dont on parle moins, hein, quand même, il faut le dire. Hein. Mais on parle moins, pourquoi ? Parce qu'ils sont peut-être de nature plus discrets. Ils sont de nature plus discrète, c'est vrai, c'est la vérité, c'est pas la même chose, que je mets pas sur le même plan. Mais il y a aussi autre chose, c'est que nos multinationales, qui quand même donnent le là, je dirais, du discours médiatique, sont très impliquées dans l'économie chinoise, avec de gros investissements. La plupart de leurs produits sont fabriqués là-bas, soit par des sous-traitants, soit ils ont leurs propres usines. Et pourtant, elles n'ont rien à voir, ces deux civilisations, l'Occident. Elles n'ont rien à voir, mais les multinationales ne défendent pas leur civilisation, elles défendent leurs affaires. Et elles défendent une vision du monde qui aille dans le sens de leurs affaires, c'est-à-dire un monde complètement ouvert, c'est-à-dire où il n'y a pas de frontières, de barrières, c'est-à-dire elles vont faire travailler des Chinois ou des Thaïlandais, ou peu importe, à des coûts réduits, et puis on exporte où on veut, à prix fort, auprès d'une clientèle qui est plus solvable comme la nôtre. Donc c'est ça qui les arrange. C'est ça qui les arrange. Et donc la Chine, effectivement, n'est pas vilipendée comme elle le devrait, à la fois pour son retard en termes sociaux, avec les conditions de travail des gens, son retard écologique monumental avec la pollution qui sévit, des épandages acides, des fois des brouillards et des smogs qui empêchent même que les gens puissent sortir sans masque. Son retard parfois en termes démocratiques, hein, faut bien le dire. J'allais y venir. Un retard phénoménal, mais enfin c'est une dictature totalitaire, avec, tiens, parlons des musulmans, 1 million de musulmans dans des espèces de camps, je ne sais pas comment ils appellent ça, des camps de redressement, de remise en truc, comme si c'était des soins, alors qu'en fait, en réalité, on les persécute.
Je ne vais pas dire on les génocide, parce que ce n'est pas un massacre de masse, mais on ethnocide, on essaye de les faire oublier qu'ils sont un peuple particulier. Bon. Et tout ça n'est jamais évoqué, ou très peu. On ne va jamais contre ça, alors qu'on a une puissance totalitaire terriblement dure, qui ne cesse de surdurcir, qui n'en a plus rien à faire des injonctions de l'Occident, qui fait ce qu'elle veut. Mais là, la guerre, elle est davantage économique, on va dire, que culturelle, en tout cas. Elle est davantage économique, mais personnellement, et j'en parle dans ce livre, je suis quand même convaincu, parce que la Chine a quand même des velléités impérialistes. Alors, c'est pas un pays militariste par nature. Bon, mais on sait qu'ils ont quand même des velléités sur Hong Kong, ils ont quand même tout fait pour détruire le statut particulier de Hong Kong sans que l'Occident... Quand on voit les défilés militaires, pardonne-moi, mais en Chine, on n'a pas Oui, tort. là maintenant, non mais c'est clair que là on a maintenant... l'impression qu'ils ne sont pas militaristes. Oui, parce qu'ils essayent de faire peur à l'Occident, c'est évident. Je veux dire par là qu'elle n'a pas une nature offensive dans son histoire. Beaucoup moins que nous d'ailleurs. Hein. Bon. Et puis elle a des velléités sur Taïwan. Et d'ailleurs, du jour où Joe Biden est devenu président des États-Unis, il y a eu un survol permanent du ciel taïwanais par des bombardiers et des avions chinois. Pour marquer que, voilà, ils ont un œil là-dessus, n'est-ce pas? En mer de Chine, ils contrôlent de plus en plus la mer de Chine et il y a aussi des frictions avec des bateaux, même parfois français. Tu veux dire que la peur s'est un petit peu envolée, l'élection de Biden, contrairement à Trump avant? Ah, mais complètement, mais écoute, sur tous les plans, mon ami. Sur tous les plans. Je veux dire, je suis persuadé que si Trump était resté en place, Poutine n'aurait jamais attaqué. Quelques jours après l'Ukraine, quelques jours après que Biden est arrivé au pouvoir, la Corée du Nord a recommencé ses tirs de missiles, mais quelques jours après... Hein, il n'y a pas eu un seul conflit, d'ailleurs, pendant la durée du mandat de Trump. Hein, oui, mais parce que Trump, tout simplement, faisait peur. Il avait ce qu'on appelle la stratégie en géopolitique, on appelle ça la stratégie du fou au fort ou au faible, enfin ça dépend à qui on s'adresse, c'est-à-dire qu'il joue au fou pour dire, attention... Moi, je vais avoir peur de rien. Je vais avoir peur de rien. Tout en maintenant quand même des relations avec les autres. Et ça avait réussi pendant 4 ans, on ne voyait plus rien se passer. Je te signale qu'auparavant, Poutine avait donc envahi la Crimée, ça c'était sous Obama, puis l'Ossétie du Nord, enfin avant l'Ossétie du Nord, toujours sous Obama, et maintenant avec l'Ukraine. Tant qu'il y a eu Trump, rien. La Corée du Nord n'a jamais été aussi tranquille que pendant qu'il y avait Trump, et la Chine, bon, on ne parlait plus trop de Taïwan, et la Chine était très perturbée par les sanctions commerciales que lui avait infligées Trump. Donc elle était très en réserve, on va dire. Alors, on va arriver bientôt au terme de cette émission, mon cher Olivier. J'ai plusieurs dernières questions à te poser. Tout d'abord, donc toujours pour rappeler, donc ce livre, il sort donc à la fin de la semaine, hein, on le rappelle, donc la chute finale. Oui. Donc l'Occident survivra-t-il? J'aimerais que tu nous parles de la place, selon toi, dans ce déclin. D'abord de cette période du Covid. Quelle est cette place? La place est terrible, parce que véritablement on a vu quand même que notre civilisation était en grande difficulté, y compris au niveau de ses approvisionnements les plus basiques. Donc ça a fait quand même un choc dans l'opinion, mais un choc justifié, parce qu'on voit bien, on n'arrive pas à avoir des masques, on a du mal à s'approvisionner dans certains médicaments. Bon, on voit bien des tensions qui se passent avec la Chine, et que la Chine n'a pas peur. Bon, d'ailleurs, regarde, maintenant ça fait 2 ans. Est-ce qu'on a réussi à imposer des enquêtes internationales à la Chine sur l'origine du virus? Rien. Normalement, on devrait lui imposer des réparations. Tu en entends parler, toi? Rien. Donc, même l'enquête, elle est compliquée. Hein, pour enquêter là-bas. Il n'y en aura pas. C'est même pas la peine de chercher 14 heures. Il n'y aura ni enquête ni réparation. Tout va continuer comme avant. Voilà. La Chine a moins reculé que nous en termes économiques pendant cette période. Elle s'est remise plus vite. Alors effectivement, elle a des méthodes particulièrement choc. Hein. On va dire que c'est des méthodes bien dans la tendance de ce régime. Et puis, je dirais, le Covid a créé un très grand malaise, a révélé un grand malaise dans notre civilisation. Un très grand malaise par rapport aux questions qui touchent à la mondialisation. Ces mouvements de population qui favorisent quand même les pandémies. Ça a créé un très grand malaise chez nous. C'est la peur du risque permanent, enfin, l'envie toujours d'aller toujours plus loin pour se préserver de tous les risques qui nous a, à mon avis, qui a accéléré notre déclin. Et ça a été vraiment le marqueur essentiel que j'ai vu pendant cette période-là. Et en plus, on a une accélération du mondialisme à travers la numérisation de notre économie et la captation de l'économie indépendante, de l'économie vivace, par notre super élite, notre super classe mondiale qui en a profité pour s'enrichir encore davantage sur le dos du reste de la population. Donc on a
un catalyseur des grandes tendances qui étaient là déjà avant. Bon, et puis inévitablement, là je peux pas m'empêcher de te poser aussi la question de la place de la guerre en Ukraine dans le déclin de cette civilisation. Quelle est-elle ? La guerre en Ukraine, pour moi, le déclin, si tu veux, est visible. C'est un symptôme, là, c'est pas un élément essentiel, c'est un symptôme, c'est que l'Occident n'avait rien prévu, n'avait rien mis en place pour contrecarrer ça, à supposer qu'il faille le faire, parce que moi je pense qu'on aurait dû discuter avec Poutine. Voilà, qu'est-ce que tu penses de Poutine ? Quel regard tu portes sur lui, son bilan à la tête de la Russie ? Le bilan à la tête de la Russie, c'est très simple. Quand il a pris la Russie était en faillite. Mais vraiment en faillite, hein. C'est-à-dire on ne trouvait plus rien dans les magasins, il y avait des queues pour aller au truc, la Russie était surendettée, sa monnaie ne valait plus rien, etc., etc. Bon, il l'a rétabli en très peu de temps, ça, on ne peut pas lui enlever. Il a rétabli l'économie russe et il a rétabli la souveraineté de son pays, en allant certainement trop loin dans une certaine forme d'autocratie, parce que moi je ne suis pas autocrate, je suis démocrate. Sauf que lui, il est russe, moi je suis occidental. Et du point de vue des Russes, ce que les Occidentaux ne comprennent pas, parce qu'ils se disent, ah oui, mais nous, on est comme ça, la Russie n'y est pas, etc., blabla. Bon. Mais du point de vue d'un Russe, il voit son pays qui a retrouvé sa puissance. On lui dit, c'est autocratique, mais la Russie n'a jamais été démocrate. Il y a eu le Tsar et l'Union soviétique, c'est-à-dire des autocraties bien pires. Donc pour lui, il est quand même dans une phase moins autocratique que ce qu'il a connu jusqu'à présent. Son économie est rétablie. Bon, mais globalement, il y a quand même une majorité de la population qui peut-être maintenant commence à en avoir marre, parce qu'au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Il y a un dirigeant qui est là depuis longtemps, bon, et évidemment qu'il y a une opposition de plus en plus forte qui gronde, etc. Mais globalement, je ne suis pas persuadé que le peuple russe rejette massivement Poutine. Et je pense que si les Occidentaux comptent sur la révolte du peuple russe contre Poutine, je ne suis pas sûr qu'ils voient leurs espoirs aboutir. Donc on arrive, je le disais, au terme de cette émission. Il y a une question inévitable que je ne peux pas m'empêcher de te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de et j'emploie ce terme justement dans un but bien précis, de la nazification qui touche presque obligatoirement toute personne qui ose parler en termes de civilisation. Est-ce que c'est un terme... Alors, finalement, nazification, moi j'ai constaté à travers les commentaires et les retours que j'ai sur Facebook et compagnie, Éric Zemmour, très peu me l'applique à moi en tout cas. Oui, c'est Éric Zemmour, oui. Éric Zemmour, oui. C'est vrai que lui a osé parler de ce problème, je dirais, de l'occupation, dont je ne parle pas, je ne suis pas spécialiste, donc c'est un sujet qui m'intéresse, mais enfin Mais de manière générale, tu as le sentiment de parler d'un sujet glissant, entre guillemets, quand tu parles de civilisation ? Oui, bien sûr. Immédiatement, quand on parle de civilisation, on est renvoyé à quelqu'un qui défend presque une race. Alors, c'est pas mon propos. Moi, je défends pas la race blanche ou le truc, je défends la civilisation occidentale, c'est-à-dire notre mode de vie. D'ailleurs, c'est bien parce que tu l'as dit toi-même au cours de cette émission, tu es marié à une Africaine. Je suis marié à une Africaine, bien sûr. Et j'aime beaucoup aller en Afrique. Et même quand j'étais jeune, tu sais, j'ai passé 3 semaines à Cuba, pas à Varadero dans un camp de vacances, mais chez l'habitant, avec un ami, pour découvrir le pays et vraiment la vie des gens. On a fait la même chose au Mexique. Je vais très souvent en Afrique. Bon. Je peux te demander de quel pays est originaire ta femme ? Du Bénin. Bénin, que De Gaulle appelait le quartier latin de l'Afrique. Qui est quand même, en termes de culture, assez loin de la France. C'est loin de la France, mais enfin déjà, ils sont francophones, ils connaissent la France, ils l'aiment beaucoup. La culture, effectivement, les modes de vie n'ont rien à voir. Mais c'est ça la beauté du monde aussi. Moi, je ne suis pas pour que l'Occident écrase tout le monde et qu'il y ait plus que nous. Et que les civilisations puissent cohabiter ensemble. Puissent cohabiter, s'épanouir elles-mêmes, vivre leur vie. Et s'enrichir l'une l'autre ? S'enrichir l'une l'autre de la différence. Une civilisation, c'est une manière de voir la vie qui a été, je dirais, créée dans une région particulière du monde, comme la civilisation subsaharienne. Bon. C'est une manière de voir la vie qui n'est pas la nôtre. Et moi, je ne crache pas sur la civilisation africaine ou la civilisation même arabo-musulmane, etc. Non, c'est une autre manière de voir la vie. Il présente une autre facette de l'humanité que la nôtre. Mais je constate que c'est sur la nôtre qu'on crache toute la journée, aujourd'hui. Les Occidentaux, pas forcément le peuple, mais nos élites nous crachent dessus matin, midi et soir sur nos modes de vie, notre façon de vivre, notre façon de voir la vie, notre histoire. Or, si on n'a plus cette fierté quand même d'être nous-mêmes, hein, ce sentiment de bien vivre chez nous, d'être bien comme on est, de pouvoir vraiment apporter quelque chose au reste du monde, ben, on se rabougrit, on n'est pas bien, on sent un malaise, on est toujours gêné, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on s'excuse auprès de tout le monde, mais on a à s'excuser de rien du tout.
De rien du tout. Moi, je suis fier d'être ce que je suis. Et comme je suis fier que ma femme soit africaine, il n'y a pas de problème. Et si j'ai autre chose, je le serai aussi. Mais je dois dire vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, on se crache dessus. Et quand on refuse de rentrer dans ce jeu-là, effectivement, on est traité de nazi. Mais moi, je ne parle jamais d'écraser les autres civilisations. Je ne parle pas de dominant. De les dominer ou de ce que. Je parle d'être nous-mêmes et de continuer à vivre notre vie comme on l'a vécu et de poursuivre notre évolution, mais d'une façon, je dirais, sereine et en étant sûr de nous et fier de nous. Ce choc des civilisations, il n'a pas atteint son paroxysme avec cette guerre en Ukraine, justement, puisqu'il y en a beaucoup sur la responsabilité de la guerre, évidemment. Beaucoup l'imputent, évidemment, à juste titre, puisque c'est quand même le pays qui a agressé l'Ukraine, à la Russie, mais d'autres disent que finalement, c'était l'Occident, les États-Unis, l'OTAN, qui auraient été responsables de cette guerre. Encore une fois, moi, je vois ça comme un épisode révélateur. Tu leur dis quoi à ces gens Je vois ça comme un épisode révélateur de l'affaiblissement de l'Occident. Je vois pas ça comme l'élément déclencheur, parce qu'encore une fois, c'est pas la Russie qui menace l'Occident. C'est pas le modèle russe qui menace l'Occident en particulier. Je vois pas du tout les choses de cette manière-là. Je pense qu'encore une fois, véritablement, les pôles de civilisation où il y a des gens qui sont tournés contre nous, c'est la Chine et c'est le monde arabo-musulman. Et avec ces deux civilisations, il y a déjà des escarmouches, voire plus que ça, qui ont déjà eu lieu depuis une bonne vingtaine, voire une trentaine d'années. Bon, et puis dernière question, donc Olivier, justement, tu en parlais à un moment donné dans cette émission aussi de ces défaitistes, des personnes qui voient tout, on va dire, en noir. Comment tu juges ou quel regard tu portes sur ces défaitistes, comme l'était par exemple le célèbre écrivain Jean Raspail, ou plus récemment, comme peut l'être Michel Houellebecq, qui estime que le combat est déjà perdu? Lui. Moi, je ne crois pas du tout que le combat soit perdu, parce qu'encore une fois, je te répète, la civilisation occidentale, c'est la civilisation d'exception. Et elle a véritablement quelque chose en plus de tous les autres, une résilience, parce qu'on a quand même ces qualités où, qu'on le veuille ou non, on attire les autres. C'est toujours nous, bien qu'on se crache dessus, c'est toujours nous la référence. C'est toujours chez nous que les gens veulent venir. C'est toujours nous qu'ils regardent, et c'est nous qu'ils veulent imiter. Voilà. Même la Chine n'a pas une force créatrice si forte que ça. Elle copie beaucoup, elle reprend. Mais c'est nous qui avons la force d'entraînement en termes de créativité et de tout un tas de choses. Donc moi, je suis sûr que la civilisation occidentale va survivre, et elle va survivre d'autant mieux qu'elle se ressaisira de plus en plus vite. Parce qu'encore une fois, son déclin est moins exogène qu'endogène. Nous sommes les principaux vecteurs de notre déclin, et en tout cas une partie je dirais, de ceux qui vivent parmi nous, cette super élite qui nous entraîne vers ce déclin. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier Piacentini. On rappelle donc ton dernier livre, donc La chute finale. L'Occident survivra-t-il? Tu nous laisses penser que oui, donc c'est plutôt optimiste. Oui. Aux éditions donc Jean-Cyril Godefroy, qui paraîtra donc à la fin de cette semaine et qui sera accessible, disponible sur toutes les plateformes, dont Amazon, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir un petit peu en avant-première nous présenter les thèmes majeurs de cet ouvrage. Merci donc Olivier Piacentini. Merci à vous tous de nous avoir suivis, d'être toujours plus nombreux, je le disais, à nous suivre. Merci à notre partenaire, Terre de France, notre nouveau partenaire, qu'on remercie de nous accompagner, dont nous sommes très fiers. On se retrouve donc dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et comme je ne cesse de le répéter chaque semaine, surtout, restez incorrectibles. Très bonne fin de soirée. Retrouvez les Incorrectibles avec terredefrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote.